8h34 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Yonatan Arfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. On va parler bien sûr de ce dramatique bilan en Israël, le dernier bilan côté français. Je précise qu'il s'agit des Français, bien sûr. Fait état de 13 Français assassinés, 17 portés disparus, dont 4 enfants. Ça a été confirmé hier par le gouvernement français. Le président de la République a eu ces mots: jamais la France n'abandonne ses enfants. A-t-il répondu à vos attentes ? Sur la question des otages, je crois qu'effectivement, il a répondu à une attente qui est le fait que la France prenne le leadership sur la question de la libération des otages. Nous avons une diplomatie française qui parle à beaucoup de monde dans la région, y compris peut-être à des acteurs en mesure d'influencer le Hamas, en mesure de discuter avec le Hamas. Je pense notamment au Qatar, je pense à la Turquie, je pense à l'Égypte. Il faut que la France pèse de tout son poids pour obtenir de ces acteurs-là la libération des otages français, évidemment des autres également. Mais les mots du président de la République, en sympathie avec le destin de ces Français enlevés par le Hamas, en sympathie aussi avec la société israélienne frappée en son cœur par ces massacres de civils, ont résonné fort, je crois, jusque dans la région. Il s'agira de voir maintenant comment cela est partagé aussi par l'opinion publique en France. C'est un appel que je lance ce matin. J'aimerais que cette émotion et cette solidarité soient partagées aussi par l'ensemble de nos compatriotes. J'entends dans ce que vous dites que vous croyez ce matin qu'il est possible de retrouver vivants, sains et saufs les otages, dont les otages français, et que les pays arabes, l'Égypte, la Turquie peut-être d'ailleurs, le Qatar, peuvent aider à cette résolution favorable. On n'a pas d'autre choix que d'espérer que ce soit possible. C'est... Dans les crises des otages, il faut tout faire jusqu'au dernier moment pour obtenir leur libération. C'est la responsabilité de la France de le faire pour les Français. C'est la responsabilité de la France de contribuer plus généralement à la libération de tous ces otages, compte tenu du rôle diplomatique qu'elle joue de premier plan. Je rappelle que nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'ONU, que nous avons des liens puissants avec des acteurs de premier plan. Je suis convaincu qu'il y a des leviers possibles sur le Hamas. Je rappelle que les financements européens sont aujourd'hui les plus importants arrivant dans la bande de Gaza et que, à ce titre-là, nous avons aussi un levier vis-à-vis du Hamas. Mais il faudrait suspendre ces aides ? Il faudrait rendre conditionnelles ces aides à la libération des otages, oui. Quels sont les autres leviers auxquels vous pensez ? Vous dites qu'il y a des leviers. Vous pensez à des leviers activables par la France, par l'Europe ou par les pays que vous venez de citer ? C'est évidemment une concertation internationale. Ce n'est pas un seul pays qui pourra résoudre cela. Il faudra à la fois traiter la question humanitaire de ces otages d'un côté et de l'autre côté garder l'ambition nécessaire qui est celle d'éradiquer définitivement le Hamas. Vous savez, le Hamas, c'est une organisation terroriste équivalente à l'État islamique qui a été laissée 15 ans prospérer sur le terrain. C'est ça la réalité et je pense que là aussi, la France devra être à la pointe de ce combat. Ça a été rappelé par le président de la République hier. J'espère que dans la durée, nous nous tiendrons, nous Français, aux côtés des Israéliens dans le combat contre le Hamas en tant que tel. Mais pour éradiquer le Hamas, comme vous venez de le dire, ce sont d'ailleurs les mots employés par certains officiels israéliens, il y a, on l'a vu, la préparation de ce qui pourrait être une offensive terrestre notamment dans la bande de Gaza. Est-ce que vous ne craignez pas précisément que cette offensive israélienne porte atteinte, mette en danger la vie des otages ? Est-ce que vous n'avez pas aussi ce matin envie de dire au gouvernement israélien, n'intervenez pas de manière à préserver la vie de nos otages ? Vous savez, c'est le dilemme qui se pose dans toutes les crises des otages. C'est le dilemme qui s'est posé, y compris dans les interventions de libération d'otages dans le Bataclan. C'est le dilemme qui s'est posé à énormément de moments de l'histoire face à des otages qui sont retenus par des organisations terroristes. C'est évidemment arbitré par ceux qui sont sur le terrain. Le moment venu, je n'ai pas de recommandations évidemment à donner. Mais ce qui est certain, c'est que une démocratie, quelle qu'elle soit, n'abandonne jamais ses enfants, qu'elle valorise la vie plus que tout, et c'est ce qui fait la différence avec une organisation terroriste, et qu'il faut trouver le chemin moral le plus adapté, la ligne de crête qui permet à la fois d'atteindre l'objectif politique d'éradiquer le Hamas, et de l'autre côté, évidemment, de préserver la vie des otages et la vie des civils palestiniens. Alors justement, sur les civils palestiniens, Israël a ordonné l'évacuation de plus d'1 million d'habitants du nord de Gaza
en direction du sud. On comprend donc en creux qu'une offensive se prépare sur le nord de la bande de Gaza. L'ONU considère d'ores et déjà que c'est impossible, que ça ne peut pas se faire sans des conséquences humanitaires dévastatrices. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire d'abord que j'entends dans la décision israélienne de demander d'évacuer le souci des civils, le souci d'éviter les morts civiles. Pourquoi ? Parce que Israël est une démocratie et que comme la France après le 13 novembre 2015, comme les États-Unis après le 11 septembre, il y a la volonté de répondre au terrorisme, mais il y a la volonté évidemment d'épargner le plus possible les vies civiles. Mais vous imaginez 1 million de personnes se déplacer en 24 heures seulement ? Sur le terrain, je ne sais pas comment cela se passera. J'imagine que les Israéliens laisseront le temps nécessaire aux évacuations. Avez-vous déjà vu un pays frappé de la sorte prendre à ce point-là le temps et le soin d'informer les civils pour qu'ils puissent évacuer ? Je pense que c'est à mettre à l'honneur de la morale d'Israël dans cette affaire et que toute autre solution aurait été jugée beaucoup plus sévèrement. J'invite à regarder le dilemme qui se pose. Comment fait-on concrètement ? C'est une décision qui appartient évidemment aux Israéliens et à l'armée israélienne, mais de là où nous sommes, je pense que nous pouvons nous sentir soulagés de voir qu'il y a une fenêtre pour évacuer les civils. C'est important parce que ça permettra demain de ne frapper que les vrais responsables, c'est-à-dire ceux du Hamas. Vous soulignez l'importance de préserver les civils. Est-ce que de ce point de vue-là, le siège de Gaza, pas d'eau, pas d'électricité, etc., vous paraît justifié ? Il ne m'appartient pas de l'évaluer. Vous savez, dans le droit, il y a des conditions dans lesquelles des sièges sont possibles. Si s'il y a une question de proportionnalité, comment évaluer la proportionnalité après ce qui s'est passé il y a quelques jours ? Ce qui est important, c'est d'abord évidemment que ça ne dure pas, et j'ai l'impression que le calendrier qui est donné de 24 heures vise précisément à ce que la deuxième phase s'enclenche rapidement. L'évacuation de civils doit permettre aussi leur prise en charge, j'imagine. C'est le rôle qui incombe à l'ONU. Peut-être que d'ailleurs l'Europe peut jouer un rôle particulier dans cette prise en charge des civils. Il n'y a pas dans ce genre de moment, dans les guerres, il n'y a pas de vérité absolue, de justice absolue. C'est nécessairement des choix moraux difficiles. Ce qui est important, c'est qu'ils soient faits en conscience par des dirigeants responsables, et c'est le cas des dirigeants israéliens, et je le répète, comme c'est le cas des dirigeants des démocraties, parce que ce sont des démocraties. Vous savez, les 1200 civils israéliens qui ont été massacrés, exterminés samedi dernier, auraient bien voulu qu'on laisse 24 heures pour évacuer. On ne leur a pas laissé, c'est ce qui fait toute la différence entre l'attitude du Hamas et l'attitude d'un pays démocratique comme Israël. Vous avez, vous, pleine confiance de là où vous êtes, ici aujourd'hui, en le gouvernement israélien pour trouver les voies de passage. Il y a y compris des voix, y compris en Israël, qui se sont élevées contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour dire qu'il n'avait pas su assumer sa mission première, absolue, qui était de garantir la sécurité de l'État d'Israël. Cette question-là, elle appartient aux Israéliens. Je ne suis pas israélien, je suis né et vis en France et je regarde ça malheureusement, entre guillemets, de loin. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que le fait de voir Israël touché de la sorte, le fait de voir 1200 juifs massacrés, ils ont été massacrés parce qu'ils sont juifs. Ce n'est pas une question, un conflit territorial. Ils ont été massacrés parce que le Hamas veut exterminer les juifs, tout court. Je peux vous dire qu'en tant que Français juif, ça m'a touché, ça m'a fait peur, et ça m'a renvoyé à une forme de sentiment d'insécurité, une forme de précarité qui a une résonance dans l'histoire juive extrêmement profonde, parce que la vocation de l'État d'Israël, c'est difficile à expliquer peut-être, à faire comprendre à nos concitoyens, c'est symboliquement et, le cas échéant, pragmatiquement quand c'est nécessaire, de protéger les Juifs malmenés par l'histoire. Eh bien, cette séquence-là, elle a produit un malaise profond chez les Juifs du monde entier, quel que soit le pays dont ils sont pleinement, évidemment, citoyens. On va bien sûr parler aussi de ce qui se passe en France, mais encore un mot à ce sujet. Est-ce que ce que l'on voit aujourd'hui s'apparente pour vous à une forme de guerre de religion ? Non, ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre entre la démocratie et le terrorisme, la démocratie et le totalitarisme. Ça n'est qu'un épisode de plus. On l'a vu avec Daesh, on l'a vu avec Al-Qaïda. Il y a un sujet qui est l'islamisme, que je ne confonds évidemment pas avec l'islam, ça va de soi, je le redis, vous ne retrouverez jamais dans mes mots, dans ceux du CRIF, dans ceux de la communauté juive, d'éléments qui viendraient assimiler l'islamisme aux musulmans en tant que tel. Mais l'islamisme est un mouvement
qui doit être combattu, j'allais dire, avec la force. Parce que malheureusement, face aux organisations terroristes, face à l'islam politique, eh bien, il faut le défaire parce que il n'a pas pour ambition de cohabiter. Vous savez, il n'y a pas d'accord de paix possible avec le Hamas. J'entends des gens dire qu'il faut une solution négociée. C'est évidemment facile à dire et beau à dire depuis Paris. Moi aussi, j'aimerais bien qu'une solution négociée soit trouvée le plus rapidement possible. J'ai toujours soutenu les différents processus de paix dans la région. J'ai pu me rendre moi-même, il y a un certain nombre d'années, à Ramallah. Je suis heureux d'échanger, évidemment, quand je le peux, avec des Palestiniens. Mais aujourd'hui, avec le Hamas, il n'y a pas de paix possible. C'est un obstacle à la paix et c'est surtout l'ennemi des Israéliens, mais aussi l'ennemi des Palestiniens. Vous parliez à l'instant de la résonance chez les Juifs du monde entier. On est aujourd'hui un jour particulier, jour de prière. Il y a des appels à la vigilance qui ont été lancés. Est-ce que vous avez des craintes spécifiques pour la journée d'aujourd'hui ? Malheureusement, oui. Je dois le dire avec honnêteté, mais je refuse de céder à la panique. D'abord parce que, je le sais, les moyens de l'État sont mobilisés pour assurer la sécurité des Français juifs et de l'ensemble des Français dans un jour comme celui-là. La mobilisation du gouvernement est suffisante. C'est l'épreuve des faits qui le dira, l'épreuve du terrain. Je ne peux évidemment pas en présager, mais en tout cas, je sais qu'il y a une volonté de mettre des moyens importants de sécurité. J'entends, je vois, je constate qu'il y a aujourd'hui une recrudescence extrêmement importante des actes antisémites. Pour vous donner une idée, nous avons eu sur les 5 derniers jours l'équivalent de 3 mois d'antisémitisme de 2022. En 2022, 436 actes antisémites. Sur 5 jours, plus d'une centaine. C'est une recrudescence énorme de l'antisémitisme, avec, je le crains, demain des passages à l'acte de plus en plus violents, parce qu'on passera des insultes, des graffitis, ou des expressions antisémites sur les réseaux sociaux à des agressions physiques. C'est ça vers lequel malheureusement je crains que nous allons. Nous avons la responsabilité de le dénoncer et notre responsabilité collective en France, c'est de tout faire pour que les discours d'apologie du terrorisme, les discours d'incitation à la haine qui prennent prétexte de la situation à Gaza, mais qui sont en fait des discours d'adhésion au Hamas et de soutien au terrorisme, soient combattus et interdits. Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Je pense à ce qu'a fait le NPA, par exemple. Je pense aux déclarations de mise en équivalence entre Israël et le Hamas portées par exemple par LFI. Je pense à des syndicats. Vous prenez le syndicat Sud, qui a eu des expressions extrêmement scandaleuses, mettant aussi en équivalence Israël et le Hamas, c'est-à-dire, au fond, légitimement le terrorisme. Et je pense à des manifestations de rue qui ont pu être appelées ici et là, non pas en soutien à la cause palestinienne de manière générale, que je ne juge pas, évidemment. On a le droit d'être attaché à la cause palestinienne, mais on n'a pas le droit de se placer en soutien d'une organisation terroriste, en soutien d'actions armées qui ont massacré des civils. Mais est-ce que vous demandez l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes ? Le ministère de l'Intérieur a hier exprimé une instruction en ce sens. Il y a quand même eu des rassemblements, notamment à Paris hier avec plusieurs centaines de personnes. Qu'est-ce que vous attendez des autorités ? J'attends des autorités qu'elles fassent ce qui est de leur responsabilité, c'est-à-dire d'évaluer lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public et lorsque c'est nécessaire, eh bien, que ces manifestations soient interdites. C'est l'ordre naturel, l'ordre public naturel dans la République. J'ai confiance dans les institutions républicaines. Si elles sont fidèles à elles-mêmes, fidèles à leur mission, je pense qu'il a la conscience du moment important que nous traversons. C'est un moment charnière et c'est important que la République, avec ses règles, soit au rendez-vous. Je pense qu'elle le sera, j'ai confiance pour qu'elle le soit. Mais vous ne demandez pas d'interdiction totale des manifestations pro-palestiniennes ? Je demande l'interdiction totale des manifestations qui se placeraient en soutien du Hamas et du terrorisme. C'est évident. Il n'y a pas de place pour exprimer de l'apologie du terrorisme dans notre pays, que ce soit le terrorisme du Hamas ou de n'importe quelle autre organisation d'ailleurs. Donc je sais que sur ce point-là précis, il y a une prise de conscience importante de ce que ça représente. Et j'ai confiance aussi dans les Français. Je pense qu'ils sauront discerner entre des appels à la haine, des soutiens au terrorisme et puis des manifestations ordinaires. Le président de la République a appelé hier également à l'unité de la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la nation est unie ? Ou est-ce qu'au contraire, les voix que vous venez de citer, celles du NPA, celles de Jean-Luc Mélenchon notamment, représentent une partie, peut-être minime, mais une partie de la société française ? Je veux dire, j'ai reçu personnellement des messages d'amis que je n'avais pas vus depuis 20 ans, qui m'ont écrit pour exprimer leur solidarité, leur pensée aux Israéliens dans ces moments difficiles.
Je sais qu'il y a une émotion sincère qui traverse l'opinion publique, mais je dois mettre 2 bémols. D'abord, évidemment, les expressions dont on a parlé, de la France insoumise, d'une partie de l'extrême gauche, d'un certain nombre d'acteurs syndicaux et autres, qui se sont au fond placés en soutien au Hamas ou au moins en légitimant le recours au terrorisme comme une arme naturelle et légitime. Et puis un deuxième bémol, c'est peut-être de ne pas avoir entendu les grandes consciences de notre pays, les grandes figures du champ artistique, par exemple, les grands intellectuels, s'exprimer comme ils ont pu le faire sur d'autres combats. Vous les trouvez trop discrets? Je les trouve discrets, ils sont dans la retenue. Je les invite à prendre leurs responsabilités. J'appelle aussi les entreprises à se mobiliser. Je pense qu'un certain nombre d'entre elles peuvent prendre des mesures. Des mesures avaient été prises, par exemple, par les opérateurs téléphoniques après le Maroc pour offrir la gratuité des appels vers Israël. Vers le Maroc. Vers le Maroc. Vers Israël cette fois-ci. Exactement. Il me semblerait que ce serait par exemple des gestes symboliques appréciés et nécessaires. Certains l'ont fait, d'autres non. J'invite en l'occurrence Orange et Bouygues à le faire par exemple. Dans les soutiens, il y a ceux qui veulent ou qui disent vouloir être à vos côtés. C'était le cas hier à cette même place du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il disait, de son point de vue, je le cite, le RN est aujourd'hui l'un des principaux boucliers pour nos compatriotes de confession juive qui voient leur sécurité menacée dans d'innombrables quartiers par la montée de l'islam politique, que nous sommes les seuls à pointer du doigt. Certains élus du RN étaient au rassemblement que vous avez organisé en début de semaine. Vous n'avez pas souhaité défiler à leur côté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne veux pas tout confondre. Moi, je m'inscris dans le champ républicain. Je combats l'antisémitisme, le racisme, toutes les haines dans la société française, au long cours avec des partis républicains avec lesquels nous travaillons, des acteurs républicains de la société civile avec lesquels nous travaillons depuis longtemps et pour longtemps. Que le Rassemblement national condamne, et heureusement, le terrorisme du Hamas, c'est une chose. Pour autant, le légitimer comme acteur devenu républicain par ses simples déclarations ne me paraît pas légitime. Mais il vous dit que tout le monde devrait se rassembler. La rue était ouverte à tous. Certains d'entre eux ont jugé bon de manifester. Bien sûr, c'était leur droit. Il ne m'appartient pas d'interdire la rue à qui que ce soit. En revanche, j'ai choisi de défiler exclusivement aux côtés de partenaires avec lesquels nous travaillons dans la confiance et dans la durée et avec qui nous partageons des valeurs républicaines. Vous évoquiez tout à l'heure le contexte en France. Vous étiez vous-même à l'aéroport hier où certains rapatriés sont revenus d'Israël pour la France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils arrivent dans un pays où leur sécurité sera assurée? Est-ce que vous, par exemple, vous-même, vous avez fait l'objet de menaces directement? Vous parliez tout à l'heure des actes ces derniers jours. Est-ce que ça vous vise également à titre personnel? Vous savez, il ne faut pas ouvrir les réseaux sociaux dans ce genre de moments. C'est une réalité. Voilà l'antisémitisme d'aujourd'hui tel qu'il s'exprime. Mais nous savons qu'il y aura, dans les jours à venir, nous l'avons dit, une recrudescence des menaces antisémites. J'ai été donc hier à l'aéroport accueillir ces rapatriés qui arrivaient d'Israël. Il y a pour eux quand même l'idée de retrouver en France de la sérénité. J'espère que la société française sera à la hauteur de l'accueil qui doit leur être réservé. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir été sur ce plateau ce matin. Merci. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux qui poursuit bien sûr sur cette actualité pour le temps de l'info. Très bonne journée sur LCI.